Merci beaucoup pour vos interventions. Moi, j'avais une question pour Monsieur H sur le modèle que vous avez présenté. Vous dites que vous descendez vraiment dans le détail du parc automobile, dans le détail de la répartition énergétique. Euh, Est-ce que quand même on joue dans votre modèle que sur du connu, donc que sur de l'algèbre qui est déjà connu, sur des technologies connues? Et est-ce qu'il y a une case dans votre modèle qui est un électron libre qui laisse de la place à peut-être des nouveaux concepts ou des nouvelles inventions qui seraient à venir? Ou est-ce qu'on joue vraiment que sur du connu actuellement? Je réponds directement. Dans notre modèle, en fait, on n'a pas de. Enfin, c'est très difficile d'imaginer de la technologie de rupture. Par contre, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de rencontrer, en fait, par exemple, sur les batteries, si vous voulez, on a mis des batteries dont on commence à parler maintenant et dont les développements, en fait, devraient arriver autour de 2030-2035. Donc là, c'est plus du dire d'expert, c'est-à-dire on essaie de rentrer ce type de technologie. Et le modèle, en fait, c'est un modèle d'optimisation des coûts, c'est-à-dire qu'il arbitre véritablement en faisant rentrer les coûts par merit order, c'est-à-dire par le coût le plus faible et qui permet les plus importantes réductions d'émissions. Donc ces technologies, elles rentrent, mais tardivement dans le modèle. On ne peut pas prendre en compte, on n'a pas d'exhaustivité en fait de la technologie de rupture, mais on commence à mettre en fait des batteries dont on commence à parler maintenant, mais à un coût qui est un petit peu rédhibitoire pour les 10 prochaines années, et on essaye d'imaginer. Mais effectivement, on n'arrive pas à prendre complètement en fait, ces dimensions de progrès technique. C'est une des failles du modèle, j'ai envie de dire. Merci pour vos présentations. Donc, enfin, tout ce que vous avez présenté est un peu effrayant, mine de rien, et décourageant. Donc, j'aimerais savoir si vous avez quand même un petit peu d'espoir et si vous avez enfin, des choses, des solutions qui vous font dire que finalement tout n'est pas perdu. Et deuxième petite question dans ce jeu, en lien avec ça, vous avez dit, Monsieur H, que les politiques publiques avaient un rôle à jouer, notamment en termes de mobilité durable. Et je voulais juste avoir un peu de détails sur, bon, vous l'avez évoqué rapidement, mais dans votre modèle, quelle mobilité durable et comment elle pourrait être mise en place via des politiques publiques. Merci. Alors, tu veux parler d'optimisme? Bon. Est-ce qu'on est optimiste? Oui, je suis optimiste, parce que déjà, quand je vois des salles remplies comme ça, on ne peut être qu'optimiste. Oui. Mais vraiment, vraiment, et c'est très important. Après, c'est à vous de faire passer le message aussi. C'est comme ça que notre optimisme, j'allais dire, il va contaminer un tout petit peu, enfin notre optimisme, nos résultats, parce que c'est fondamentalement, effectivement, ça peut passer pour très pessimiste. Vous savez, il y a une façon de présenter les résultats. Là, on n'est pas moi, j'étais pas là ce matin pour vous faire être un lanceur d'alerte. Je suis juste là pour vous sensibiliser. Pourquoi je suis optimiste? Parce que oui, effectivement, moi, je vois des salles de plus en plus remplies quand on parle de ce type de thématique. Je pense qu'il y a une conscience en fait des ingénieurs, mais pas que des ingénieurs, parce que j'interviens aussi en fait dans des facs, dans des endroits où on fait de la géopolitique, et il y a une écoute très particulière. Il y a eu le bouquin notamment de Guillaume Pitron qui a énormément aidé, j'allais dire, à la communauté en fait des gens qui travaillent sur cette thématique à être un petit peu plus voyante, même si ce que dit Pitron est vraiment plus sur l'environnement, pas trop sur les problématiques de criticalité. Après, oui, on peut être optimiste parce que vous voyez, quand Olivier vous présente le modèle de voiture le plus vendu au monde, vous, ça vous choque, j'imagine. Vous voyez. Et ça va de plus en plus choquer une Tesla X. Quel est l'intérêt de faire une Tesla X, vous voyez? Donc on va se retrouver dans un monde où, en gros, on va se poser la question de l'intérêt des objets. Et la sobriété, cette sobriété dont on parle beaucoup, en fait, ce qui va nous sauver, sûrement, c'est vous, parce que vous allez former des gens, et ça va être de former les jeunes très, très rapidement, en fait, à cette question de sobriété. C'est-à-dire que dans 20 ans, les personnes qui seront là seront absolument différentes de ce que moi je suis et de ce que vous êtes. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut avoir un certain optimisme. Après, j'ai de l'optimisme dans les politiques publiques, parce que ce sont vraiment des ressorts importants. Pas forcément de sobriété pour le coup, mais au moins pour corriger dans un premier temps. Donc les politiques de mobilité durable, là je suis un petit peu embêté parce que je ne suis pas sûr qu'on prend vraiment le bon, comment dire,
on a j'allais dire la vraie bonne politique à l'heure actuelle en termes de mobilité durable, à part dans certains îlots, si vous voulez. Mais le problème, c'est que la mobilité, là, on a un vrai découplage en France entre les grandes villes et le reste de... Et donc, il faut véritablement s'attacher à ce que cette transition énergétique, elle soit équitable. Et c'est vraiment le problème, parce que votre professeur vous a donné un chiffre, il vous a dit 10% les plus riches consomment 50%, enfin émettent 50% des émissions. Mais en fait, il y a l'équivalent inverse, c'est que 50% des personnes n'émettent que 10% des émissions. Vous voyez, il est à double, il faut le renverser ce chiffre. Hein. C'est 10 qui font 50 et 50 qui font 10. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que la transition, il faut qu'elle soit socialement équitable. Le problème, c'est que quand vous parlez de sobriété, c'est pas très attirant, la sobriété. D'accord. Et là aussi, il y a un travail très important à faire. Vous voyez, nous, on fait beaucoup de scénarisation. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de la scénarisation heureuse de la sobriété. Parce qu'à l'heure actuelle, et c'est très bien parce que sur ce panel, on aurait pu avoir qui? On aurait pu avoir un collapsologue. Il y a beaucoup de collapsologie à l'heure actuelle. Hein. Il y a des bouquins qui sortent sur la collapsologie, etc. etc. C'est intéressant la collapsologie, mais ça mène à rien. Déjà, le collapsologue n'a rien inventé. Il reprend les modèles Midos des années 70 du Club de Rome, vous voyez. Mais en gros, ça vous emmène dans un discours qui est forcément défaitiste. Donc ce qu'il faut, c'est des gens qui vous racontent la transition, et il faut verbaliser cette transition. Et quand je dis verbaliser, ça passe pas forcément par des modèles, parce que c'est pas ce qu'il y a de plus beau. Par contre, ça passe par raconter des histoires et mettre en mots ce que l'on pense que le futur sera demain. Vous voyez, il n'y a pas assez de personnes qui verbalisent cette transition, ou ils la verbalisent de manière malheureuse, c'est-à-dire en faisant peur. Vous voyez. Or, la peur, ça bloque. Donc, en gros, voilà pourquoi je suis optimiste, parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de monde qui veulent scénariser de manière heureuse. Et attention, c'est pas du wishful thinking, hein, c'est pas pour faire croire que ça va marcher. Non, c'est parce que dans cette scénarisation heureuse, on peut trouver des leviers. Et à l'heure actuelle, le problème, c'est que le politique n'est pas forcément en accord avec la recherche. La recherche, pour tout vous dire, ce qu'on fait comme travail, enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais politiquement, malheureusement, on nous écoute pas assez, je pense. Peut-être que dans quelques années, ça sera un petit peu mieux, mais si vous voulez, il n'y a pas assez de... le politique est dans son champ politique, avec sa propre temporalité, nous on est avec la nôtre. Dommage qu'on ne nous écoute pas un petit peu plus. Voilà, si je peux répondre. Mais fondamentalement, j'ai envie d'être optimiste, parce que je vois des salles comme ça. Je vais aussi donner mon avis. Je ne sais pas si la question c'est optimiste, pessimiste en fait. Si on avait fait les mêmes, je répète que les modèles dynamiques qu'on développe, si je fais la même étude en 1970, j'ai les mêmes résultats. Donc j'ai un vrai problème sur les matières premières, une tension, des pics de production, etc. Si je le fais en 1920, j'ai les mêmes résultats. Donc si on regarde ça de manière séquentielle, on se dit que jusqu'à présent, on est toujours l'amélioration technologique, c'est principalement ça, a toujours permis de compenser la baisse de qualité des ressources et donc de continuer à extraire. Alors, est-ce que ça va se continuer dans le futur? Et est-ce que c'est ça l'optimisme? Parce que la question, c'est aussi ça. Est-ce qu'on doit absolument continuer à consommer et à augmenter de manière exponentielle nos consommations de matières premières et d'énergie pour se développer? Pour moi, c'est pas ça le futur optimiste. Même si on y arrive, c'est pas parce qu'on peut y arriver que c'est un futur rayonnant, quoi. Ne pas y arriver, ça va aussi poser des problèmes, hein, clairement. Dans les pays développés, principalement, avec toutes les répercussions que cela peut avoir dans les pays en développement. Et je ne parle pas seulement de niveau de vie, je parle des migrations, je parle de toutes ces choses-là. Hein. Donc le problème est hyper complexe. Donc voilà, donc je ne sais pas si on est optimiste ou pessimiste. Ce qu'il me semble, c'est que les tendances qu'on a eues dans le passé, qui consistaient à remplacer des ressources de bonne qualité par des ressources de moins bonne qualité, vont être de plus en plus difficiles dans le futur. Alors on peut se diriger, si on parle des ressources métalliques, il y a plein d'autres ressources qui existent, notamment plus profonds, mais plus chères, sous-marines,
on n'en a pas parlé, mais enfin, il y a quand même des potentiels là. Est-ce que ça, c'est un bon futur? Je ne suis pas sûr non plus. Parce qu'on va aller dans des environnements de plus en plus contraignants et donc avec des impacts potentiels de plus en plus importants. Donc en fait, cette vision optimiste-pessimiste, je ne crois pas qu'il faut poser, sauf ton respect, hein, c'est pas du tout, mais je pense que la question, elle ne se pose pas tout à fait dans ces termes-là. C'est définir un mode de développement et un objectif futur, et après on trouvera le chemin. Après, la deuxième partie de la question, c'est que on a trop tendance, et c'est normal, à rester sur notre vision de pays développés. En fait, les contraintes que l'on a et les aspirations que l'on a dans les pays développés ne sont pas du tout celles des pays en voie de développement. Donc ce qu'on peut faire chez nous à notre échelle, il faut le faire, hein, bien sûr. Hein. Il faut fermer l'eau quand on se brosse les dents et tout. Enfin, les vrais enjeux, ils ne sont pas là, à mon avis. Les vrais enjeux, ils sont dans les pays en voie de développement, où là, il n'y a pas forcément l'infrastructure mise en place qui permet de faire les choses bien, comme on voudrait les faire. Et voilà. Donc, ne pas oublier qu'on n'est pas seul sur Terre, quoi. Et que les efforts, oui, bien sûr, il faut les faire chez nous, mais ça ne suffira pas. Et les vrais enjeux ne sont pas là. Je veux dire, passer d'un nucléaire, passer de l'électricité nucléaire en France, qui est déjà décarbonée, à de l'électricité produite par des éoliennes, on veut le faire, on le fait, mais moi je ne comprends pas bien. En tous les cas, ce n'est pas à cause des émissions de CO2, quoi. Voilà. C'est politique, oui. Et puis c'est ouais, voilà. Je vais juste rajouter 2 points. Vous aussi, vous avez un rôle, le low-tech. Je ne sais pas si c'est enseigné aux mines de Paris, le low-tech. Est-ce qu'il y a des... Est-ce qu'on, à l'heure actuelle, on forme les ingénieurs à être low-tech? Je ne suis pas sûr. Je suis pas sûr. Après, regardez, des choses très simples à faire. Vous achetez un frigo à l'heure actuelle, vous avez le contenu énergétique du frigo. Vous achetez une machine à laver, c'est pareil. Vous avez déjà vu des contenus en matériaux sur des étiquettes? Ça n'existe pas. Ça ne serait pas un bon indicateur à essayer de mettre en place en termes de politique publique, juste pour faire rentrer dans la tête des gens que lorsqu'ils achètent quelque chose, c'est de la consommation énergétique, c'est de la consommation de matériaux. C'est comme ça qu'on avance. C'est des petits pas. Je vous remercie également pour vos présentations. Dans les deux, il y a un élément qui m'a un petit peu frappé et ça m'intéresserait si vous pouviez développer dessus, c'est la présence de la Chine, qui est un pays qui n'a pas forcément très bonne réputation et qu'on voit comme un très très gros pollueur, et en même temps, vous le voyez, dans les deux présentations, on l'a vu évoqué comme soit un très gros investisseur, soit un exploitant des métaux qui vont être nécessaires pour la transition. Du coup, si vous pouviez un petit peu élaborer là-dessus, ça m'intéresserait. Merci. Moi, j'ai pas beaucoup de connaissances précises sur le sujet, mais enfin, la Chine, quand même, c'est le premier producteur d'énergie renouvelable. Hein. Alors, il se concentre pas, il se focalise pas sur les énergies renouvelables. Il y a aussi du nucléaire, il développe le nucléaire, il développe plein de choses. Mais c'est les premiers producteurs de panneaux solaires. Donc, évidemment, ils ont un rôle énorme là-dessus. J'avais un truc à dire, j'ai oublié. Je ne sais pas où je voulais en venir. La question, c'était quoi? Ah oui, c'est considéré comme étant des gros pollueurs, etc. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que la Chine se donne les moyens de ses ambitions. Et des ambitions, elle en a. 2050, premier pays en termes de potentiel armé, et également une position dominante au point de vue économique. C'est clairement affiché. Elle se donne les moyens. Et il y a une manière de voir ça qui, moi, me plaît bien, personnellement, c'est de regarder quelle a été la formation des 6 derniers présidents chinois. C'était des scientifiques. 5 sur les 6. Ce n'étaient pas des gens qui sortaient de l'ENA, ce n'étaient pas des gens qui sortaient de... Et j'ai rien contre l'ENA, hein, mais c'était des gens qui avaient une formation où, quand on leur donne un objectif, ils trouvent le chemin pour y aller. Et ils comprennent ce chemin. Et ils sont capables de faire des plans quinquennaux, décennaux, etc. pour suivre ces objectifs en comprenant tout à fait le chemin, les conséquences et la manière d'y arriver. Donc c'est programmé. Voilà. Et c'est pour ça que la Chine se développe aussi rapidement, est très forte et aura naturellement une position dominante, à mon avis. Pour compléter, la Chine, c'est 28% des émissions de CO2, mais c'est 145 milliards d'investissements dans les ENR. C'est en gros 40 à 45% des investissements mondiaux chaque année.
Je vais reprendre ce qu'a dit Olivier. Les 6 derniers, mais si vous 1978, Deng Xiaoping, il est formé où? Il est formé en France à l'hydrométallurgie. Dans les années 80, c'est le premier à lancer en fait, des programmes, notamment sur les terres rares, parce qu'il voit que notamment la micro-informatique s'envole aux États-Unis. Et c'est l'un des premiers en fait, à mettre un plan industriel basé sur les terres rares. Dans les années 90, 1997, c'est le premier pays à mettre des champs éoliens de grande envergure en Mongolie intérieure. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont des économies d'échelle très importantes, ils ont un territoire très important. Autre point très important, si vous allez en Chine, moi je travaille beaucoup sur la Chine et avec la Chine. Quand vous allez en Chine, il n'y a pas... Alors, il n'y a pas la moindre ville de 3 millions d'habitants, mais en Chine, ça veut dire beaucoup, où vous n'avez pas en fait un endroit où vous avez la ville en 2050, c'est-à-dire un moyen de se projeter sur comment l'aménagement urbain sera réalisé, c'est-à-dire, vous voyez, les discours positifs dont je vous parlais, et bien là, c'est mis en image, c'est-à-dire que vous avez, vous soyez dans les grandes villes, Pékin, Shanghai, mais vous allez dans des plus petites villes portuaires, vous allez vous trouver en fait un endroit où en gros on se projette. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que Xi Jinping qui projette une Chine surpuissante en 2049, il y a aussi chaque entité territoriale. Voyez. Et donc c'est à cette capacité de projection qui s'allie avec quoi? Avec une politique industrielle, avec une politique d'urbanisation. Je ne suis pas en train de vous dire que la Chine c'est le paradis sur Terre, hein. Mais la Chine a les moyens, elle se donne les moyens de son ambition, à la fois industrielle. Hein, c'est pas pour rien que la Chine produit 70% des batteries. Il y a des acteurs majeurs. Sur les terres rares, on en parle beaucoup. Il n'y avait aucun acteur dans le lithium en 2007 en Chine. Vous avez maintenant 2 des 5 plus grandes entreprises de lithium au monde. Voyez. Donc il y a une ambition et il y a une vision. Voilà. Donc, et cette vision, alors elle peut faire peur, bien évidemment. Dans le cas du cobalt, la Chine raffine 60% du cobalt mondial, vous voyez. Bien évidemment, il y a des problématiques en fait, d'acquisition de ressources dans les pays étrangers. Mais vous avez quand même cette vision où on a la capacité de se projeter. En France, on a perdu la capacité de se projeter, malheureusement. Imaginez-vous, hein, il y a 40 ans, 50 ans, on était capable de faire le plan calcul et on était capable en fait, de mettre en place un plan électronucléaire de grande envergure. Est-ce qu'on serait capable de refaire ça maintenant? Interrogez-vous juste sur la capacité de projection en fait, du politique à l'heure actuelle. Merci pour vos présentations. Moi, j'aurais une question sur le plan plus géopolitique, parce que vous avez parlé des stratégies internationales qui se mettent en place pour assurer l'approvisionnement en matériaux, et notamment, Monsieur Vidal, vous avez montré une slide où on voit la Chine qui place ses pions en Afrique. Et moi, je me demandais, c'est quoi la stratégie de l'Europe et de la France sur ce plan-là? Alors, il y a des stratégies européennes hein, qui ont été, on va dire, ça a commencé dans les années 2007-2008, et puis ça a eu c'est monté crescendo jusqu'en 2011, hein, puisqu'il y a eu notamment la crise des terres rares en 2011 avec un embargo chinois. Voilà. Et ça se décline, ça se décline de plusieurs manières. Alors, d'un point de vue industriel, par des lobbies des industriels concernés par ces risques d'approvisionnement qui influencent après notamment la recherche, puisque c'est ça qui nous intéresse hein, ici, et les thèmes de recherche. Il y a eu au niveau européen the European Technology Platform, c'est ça, le TP, hein, qui, alors je me souviens plus du chiffre, il faut demander à Emmanuel, il doit savoir, les millions d'euros, ça le connaît, mais il y a eu plusieurs millions d'euros qui ont été mis sur la thématique matières premières au niveau européen et pour favoriser les recherches dans ce sens-là. Voilà. Ça se traduit aussi par des stratégies industrielles. On a parlé des batteries, Airbus des batteries, hein, donc c'est quand même une collaboration principalement franco-allemande dans un début, mais qui après devrait faire des petits, pour arriver à avoir une production de batteries
qui ne dépendent pas d'un pays tiers, quoi. Mais ça, là aussi, à mon avis, donc là c'est vraiment un avis très personnel que je vais vous donner là, hein, et il ne vaut pas valeur, c'est vraiment très personnel. À mon avis, c'est regarder vraiment les affaires par le petit bout de la lorgnette, ça. Parce que cette dépendance, et c'est ce que j'ai essayé de montrer avant, cette dépendance aux batteries ou cette dépendance aux matériaux, qu'on fabrique les batteries sur place ou que les importe, c'est la même. On aura toujours ces problèmes de dépendance. Donc on ne fait que repousser le problème. Si on veut faire des batteries, il faut qu'on ait à disposition les matières premières. Ça ne sert à rien de construire l'usine, sans s'assurer que tout le cobalt, le manganèse, le lithium, voire autre chose, si les technologies varient, vont bien arriver au bon moment, hein, parce qu'on ne change pas la dépendance. Alors, est-ce qu'il y a des extractions au niveau européen? Oui, il y a des mines au niveau européen, au Portugal, en Espagne, dans les pays du Nord, Finlande, Suède, en Europe centrale, pas pour tous les métaux, parce que la géologie est ce qu'elle est. Et également, les prix sont ce qu'ils sont. Donc ouvrir des mines, actuellement en Europe, ça pose deux problèmes majeurs. L'opposition sociale, où personne ne voit les mines d'un très bon œil, bien que, et en particulier les Finlandais, développent des technologies qui sont tout à fait environmentally friendly, au sens, elles minimisent les impacts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, il y a toujours des impacts, mais minimisent les impacts. Ça, c'est la première opposition, alors qu'on voit très bien, typiquement en France. En France, on a des ressources de tungstène, par exemple, ou des choses comme ça. C'est très difficile à exploiter, parce qu'on a une mobilisation tout de suite. La deuxième difficulté, c'est les salaires des gens. Et c'est le coût de production. Tant que le coût de production en Europe sera supérieur au coût de production ailleurs, et notamment en Chine, on ne produira pas en Europe. Alors un exemple très simple de ça, c'est la mine Mountain Pass de terres rares, qui est quand même la mine traditionnelle de production de terres rares, qui était en Californie, qui s'est arrêtée dans les années 90, et parce qu'il y a eu un accident... Il y a eu un accident écologique qui a fait que les déchets de miniers, donc si on extrait des lanthanides, en fait, ils sont associés avec des actinides, donc des minéraux qui produisent de la radioactivité. Les déchets miniers sont devenus des déchets radioactifs, ont pris le statut de déchets radioactifs. Donc à ce moment-là, évidemment, les coûts de production, c'était plus du tout les mêmes. Donc le coût de production va être fonction des contraintes environnementales qu'on impose, et puis des salaires des gens, etc. Et s'il y a un très très gros différentiel entre deux pays, en l'occurrence la Chine autrefois, c'est en train de changer, et des pays développés, on va importer, et on exporte tous nos coûts environnementaux ailleurs. Voilà. Je sais pas, je me suis un peu mélangé dans ma réponse, mais... Non, mais ce que dit Olivier est totalement vrai. C'est-à-dire que c'est un choix politique, encore une fois. On a une dépendance voulue aux matériaux. Un pays comme la France, qui a le deuxième territoire maritime mondial, a forcément en fait des ressources métalliques. Vous voyez. Après, c'est le choix de les développer ou de ne pas les développer. L'initiative Montebourg, il y a quelques années, en fait, pour la nouvelle mine, c'est quelque chose qui est retombé un petit peu à plat. Mais il y avait cette idée en fait d'essayer de se séparer de cette dépendance. Après, moi si vous me permettez, je voudrais aussi retourner la question. C'est-à-dire qu'on n'en a pas beaucoup parlé, mais est-ce que les pays miniers, eux, ils ont envie de continuer à produire des minerais? Est-ce que c'est pas une vraie question aussi qu'il faudrait se poser? Est-ce qu'on n'est pas en train de les enfermer en fait dans une logique de reprimarisation de leur économie? Quand vous voyez, je ne sais pas, vous prenez le Chili, certes c'est le premier producteur mondial de cuivre et puis c'est le deuxième de lithium, mais il a peut-être des ambitions dans d'autres secteurs, notamment les secteurs de haute technologie. Et son ambition à elle n'était pas un petit peu contrecarrée en fait par nos besoins qui de facto en fait lui permettent de continuer à produire, alors qu'au final, regardez, c'est nos caprices de consommation qui font que la consommation de cuivre va continuer d'augmenter ou la consommation de lithium. Donc c'est aussi de cette façon qu'il faut se poser la question. On est juste en train de reprimariser des économies comme on avait primarisé des économies autour du pétrole, autour du gaz. Donc quelque part, est-ce qu'on n'est pas en train de répéter la même erreur? Donc il y a aussi cette
les enjeux sont doubles. Vous voyez, nous, notre volonté de sécuriser, alors ça peut se faire par des stocks, ça peut se faire par de nombreuses choses, des initiatives type l'Airbus des batteries, etc., ou comment apprendre à s'en passer. Vous voyez, moi, je me faisais cette réflexion pendant qu'Olivier il parlait. La fonction de l'ingénieur, ça a été tout le temps de dépasser les limites, on est bien d'accord. Bah là, on vous demande en fait de ne pas les atteindre. C'est d'apprendre, de faire de la technologie pour ne pas atteindre les limites. Et si vous prenez le problème dans ce sens-là, bah en fait, ça veut dire que si vous ne voulez pas atteindre la limite, c'est-à-dire que vous allez de facto réduire la dépendance. Voyez. Donc si vous prenez comment dire, la problématique par ce bout-là, vous en sortez. Et ça, encore une fois, il faut une capacité de projection. Et c'est peut-être une capacité aussi de formation, etc., etc. Je ne sais pas si j'ai complètement répondu à votre question. Mais...